Merci pour cette intro qui nous a donné plein de chiffres qui vont nous servir de référence. On va approfondir le sujet maintenant avec la première table ronde du jour. On va essayer de comprendre les spécificités du M-commerce. Je vous demande d'abord d'accueillir un confrère, l'incontournable Jérôme Bouteiller, directeur des rédactions de NetMedia Europe. Salut Jérôme. Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Je vais également à mon tour inviter Odile, Alexandre et Julien Henry à me rejoindre. Installez-vous. Attention à ce passage un peu délicat. C'est le Mobile Switch. Installez-vous tous les trois. Odile, rapprochez-vous. Oh, bon, allez, c'est bon. C'est bon comme ça. J'ai un micro. Alors, on a vu effectivement beaucoup de chiffres issus du rapport Criteo. Puis on va échanger en fait tous les trois sur vos expériences. Vous êtes des pure players tous les trois du e-commerce et du m-commerce. Et on va peut-être vous demander de vous présenter rapidement. Alors, Odile, vous êtes en charge de la communication et du marketing de Price Minister. On rappelle peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien votre groupe, Price Minister, c'est déjà plus de 15 ans d'expérience dans le e-commerce. Oui, on peut dire un pure player un peu dinosaure. On a ouvert notre site en 2001. Et donc, on est une place de marché qui réunit à la fois des vendeurs particuliers, des vendeurs professionnels. Donc, on fait du B2C et du C2C sur des produits culturels, livres, CD, DVD, jeux vidéo, mais aussi high-tech, téléphonie, images et son informatique, mais aussi la mode, la maison, le sport, la puériculture, art et collection, etc. Voilà, donc très généraliste. Et donc, on est donc une place de marché site d'achat-vente. On ne voit aucun produit. Notre métier, c'est d'être tiers de confiance et intermédiaire de la transaction. Et puis, date importante pour Price Minister, on a été intégralement revendu au gros leader du e-commerce japonais Rakuten en 2010. Donc, voilà. Donc vous aurez des chiffres éventuellement à partager sur le marché japonais. On a vu qu'il est très en avance aussi sur le mobile depuis 10 ans. Ouais. Ils nous apprennent beaucoup. Et peut-être aussi quelques chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes mobile first? C'est Alors oui, la grande question de cette table ronde. Ça fait quelques années qu'on parle d'être mobile first. Je voulais vous dire que même nous, en tant que pure player, on doit faire aussi cette transformation au sein de la société, et c'est pas facile. Notre métier est devenu beaucoup plus compliqué maintenant qu'il y a plein de devices, et il faut se réorganiser, il faut réfléchir différemment. Pour penser mobile first dans chaque métier, il faut vraiment changer notre façon de travailler. Donc oui, on a changé tout ça. On est encore en train de changer notre façon de travailler. Voilà. Et on donnera quelques chiffres dans un instant. D'accord. À votre droite, Alexandre Ali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Rad.co. On ne peut pas parler de e-commerce dans votre cas. Vous êtes aujourd'hui majoritairement mobile first. Revenez un peu sur le positionnement de votre application. Alors je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Rad. Rad, c'est une marque de mode en ligne. On a été créé un peu plus récemment que Price Minister, en 2012. On a 3 ans aujourd'hui. Et le mobile représente un point important dans notre quotidien et notre stratégie de développement. On a aujourd'hui 2 applications, Android et iPhone, également un site mobile dédié et un site desktop bien sûr. On est présent en France, aux États-Unis, en Angleterre et en tout 6 pays, principalement en Europe. Et on se développe, Rad, ça veut dire cool, hein, c'est ça en argot. C'est plutôt une marque qui s'adresse aux jeunes, vous vendez des t-shirts, des casquettes, des mugs. Alors les produits qu'on vend, c'est principalement de la mode, des accessoires de mode. On fait des collaborations avec des artistes partout dans le monde et on propose des produits cool et pas chers qu'on distribue partout dans le monde. Et donc la marque n'a que 3-4 ans et je crois que vous avez déjà plus de 2 millions d'inscrits sur la plateforme, c'est ça? Voilà, plus de 2 millions d'inscrits. On est vraiment dans le mobile, ça représente 60% de notre trafic. On parlait de plein de chiffres tout à l'heure. Pour nous, c'est une réalité. 60% de trafic mobile, presque 50% de transactions mobiles et la moitié du chiffre d'affaires à l'international. Peut-être aussi pour ça qu'on a des chiffres qui sont peut-être supérieurs à la moyenne en France. Et ça fait partie de nos réflexions quotidiennes. Aujourd'hui, on ne développe plus une seule feature sur notre site qui n'est pas d'abord sur le téléphone portable et ensuite sur le site internet. Et peut-être que dans quelques années, on fermera carrément le site desktop. On n'en est pas encore là. Et vous nous disiez, vous veniez de lancer aussi vos applications iOS, Android. C'est très récent, je crois. Alors, le mobile, il y a eu un coup on a réalisé à quel point c'était important en janvier cette année, quand pour la première fois, le trafic mobile est devenu supérieur au trafic desktop. Donc ça nous a pris quelques mois, mais depuis la rentrée, on a sorti nos applications.
c'est très récent, mais nos applications sont déjà dans le top des charts mobiles en France et aux États-Unis. Et vous allez nous expliquer dans un instant comment vous avez fait pour avoir ces bonnes positions dans les classements. À votre droite, Julien-Henri Maurice, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes en charge du développement de Bazarchic aussi. Bazarchic, en quelques mots, c'est un grand nom aussi de la mode sur Internet, mais pas que. Pas que. Bazarchic, ça a presque 10 ans. C'est une société qui pèse 100 millions d'euros, qui emploie 200 personnes. C'est le leader français de la vente privée haut de gamme et de luxe. Il y a de la mode, il y a du vin, de l'épicerie, il y a tout l'univers de la maison, il y a également du voyage. Nous, le mobile, ça a commencé il y a 6 ans et demi, puisqu'au-delà d'être mobile first, on est app first. App first. Oui. Première application de vente privée il y a 6 ans et demi sur l'App Store en 2009, août 2009. Et puis, nous, le trafic, il est passé, on est aussi à 60%. Quand je suis arrivé chez Bazarchic, il était à 7%. Donc en 2 ans, il est passé de 7 à 60. Donc on en parlera peut-être après, mais en effet, on se réorganise, on pense mobile first, on part du plus petit écran et après on fait le desktop et pas l'inverse. Et donc ça a beaucoup fait changer des relations avec la DSI, la façon dont on travaille, la façon dont on développe, les sprints DSI, le métier de mes designers, de nouveaux recrutements, des UX designers, des UI designers. Et puis toute l'innovation sur la monétique, sur les parcours clients, etc. Et on va y revenir dans un instant. Quand vous dites App First, ça veut dire que plus de 50% du trafic de Bazarchic aujourd'hui se fait dans les applications, c'est ça? Oui, 60%. 60%, donc il y a 10% pour la partie web mobile. Exactement. D'accord, donc 50% effectivement sur les applications, c'est considérable et on l'a vu en un temps record. Alors on va revenir peut-être tous les trois sur les différentes best practices que vous avez mis en place pour atteindre ces chiffres. Odile, peut-être parler un peu de Price Minister et on va peut-être commencer par parler de vos stratégies d'acquisition. J'imagine qu'au début des années 2000, la priorité pour Price Minister, c'était d'acheter des clics chez Google pour générer du trafic. Comment ça... Entre autres, mais ça a été longtemps un gros levier d'acquisition pour les marchands, d'acheter des liens sponsorisés. Aujourd'hui, comment a évolué cette stratégie d'acquisition à l'heure du mobile first et quels sont les nouveaux leviers que vous utilisez pour attirer les gens sur votre site mobile ou sur vos applications? Alors, on va quand même utiliser, donc il faut différencier site et app. Sur le site, on va utiliser quand même tous nos canaux classiques d'acquisition, donc oui, Google, l'affiliation, le retargeting prospect, etc., les comparateurs de prix. Donc on a une partie de nos investissements qui vont être consacrés au site mobile. La complexité, c'est que c'est difficile. Nous, on est très héroïstes, on traque chaque euro investi pour savoir ce que ça nous rapporte. Et c'est vrai qu'en suivant notre utilisateur, il y a une grande partie en fait du trafic qui se fait d'abord sur mobile et qui se convertit sur desktop. Donc on attribue beaucoup plus de ventes au desktop, mais il faut faire très attention à ça. En fait, ça représente à peu près 30% des transactions qui commencent d'abord sur mobile et qui se mettent sur le desktop. Donc il faut bien réattribuer les ventes quand on mesure la rentabilité de nos investissements. Sur les apps, le meilleur canal pour générer du download d'apps, c'est d'abord notre base de données. On a 17 millions de membres. L'idée, c'est d'abord qu'on s'appuie sur nos clients et qu'on les incite à downloader l'appli. Donc, de la visibilité sur notre site, de l'emailing, etc. Et puis, le deuxième canal qui marche le mieux pour générer du download, c'est Facebook, de loin. Voilà. Vous utilisez aussi des stratégies d'App Store Optimization. Comment ça évolue? Oui, c'est important aussi d'être bien référencé dans les stores, bien sûr. Donc, oui, donc c'est des nouveaux métiers que vous développez en interne ou vous passez par Oui, on apprend, on vient en conférence, on rencontre des prestataires. On a aussi des outils de mesure d'efficacité de la génération de downloads, parce qu'il ne suffit pas de générer des downloads, d'essayer d'optimiser le coût au download, mais après, évidemment, mesurer la qualité de ces downloads. Donc, on a des outils de mesure. Je ne sais pas si... Voilà, vous pouvez partager... Là, donc, on utilise... on a testé différents outils. Aujourd'hui, on utilise AppsFlyer, qui nous permet de mesurer, suite à un download, combien de ventes, quel est le volume d'affaires que cette personne qui a downloadé va générer. Donc, on suit par source, par prestataire, la qualité des downloads qu'on arrive à générer. Et ça, c'est essentiel pour arbitrer sur ces investissements. Oui, parce qu'il y a une vraie difficulté, c'est qu'un téléchargement, on perd souvent l'information, on a du mal à traquer le parcours de l'utilisateur, hein, c'est ça? Oui. Pas grâce à AppsFlyer, j'imagine, mais sans ce type d'outil, il y a une partie un peu complexe. Alexandre également, si j'ai bien compris, donc le mobile a cru très, très rapidement chez vous. Vous avez, j'imagine, aussi développé des stratégies d'acquisition un petit peu
différentes sur ce nouvel écran? Alors oui, sur le mobile, la première chose, je pense, qu'il faut souligner, c'est qu'on n'est pas en train de chercher des visiteurs, on est en train de chercher des utilisateurs. Et c'est une vraie différence, c'est que les personnes qu'on va chercher, en particulier pour les applications, on va leur demander de télécharger une application, de faire un effort supplémentaire. Il ne faut pas commencer une stratégie d'acquisition, en particulier sur des leviers externes, sans avoir mis en place des solutions de tracking efficaces, que ce soit pour traquer la source, download. Donc il y a des solutions comme AsFlyer, Adjust, je ne vais pas en citer 10, mais il y en a vraiment beaucoup, et c'est la base pour commencer l'acquisition sur mobile, parce qu'on va pouvoir AsFlyer, suivre. Je crois qu'il y a un de nos sponsors sur l'événement qui doit être ravi d'entendre qu'il est massivement utilisé par les meilleurs m-commerçants du marché. Donc c'est des solutions qui permettent de suivre dans le temps la valeur des sources de download. La deuxième chose, je pense qu'il faut souligner, c'est que grâce au mobile, on peut suivre les utilisateurs d'une manière beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue que sur un site internet. On peut savoir concrètement qu'est-ce qu'un utilisateur précis a fait pendant son parcours utilisateur. Et pendant l'acquisition, lors du processus d'acquisition, ça permet vraiment de savoir si on est en train de récupérer des personnes qui sont vraiment qualifiées pour son business. Donc dans le cas de RAD, on a lancé nos applications d'abord avec notre base de données qu'on a fait tester. C'était les premiers utilisateurs. On n'a pas communiqué dessus avant les 6 premières semaines de test. Et c'est ça qui nous a vraiment permis d'avoir une croissance stable et d'arriver aujourd'hui à un modèle d'acquisition qui nous paraît pertinent à la fois pour la France mais également pour l'international. On évoquait les leviers d'acquisition des années 2000 et notamment le rôle central que pouvait avoir Google. Quand on crée sa société en 2012, j'imagine qu'on a peut-être d'autres priorités. Oui, j'imagine les réseaux sociaux ont été pour vous le principal levier d'acquisition. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez Google ici, mais de notre côté, ce n'est pas un levier d'acquisition efficace. On vend des produits qui sont des produits très visuels. On va chercher nos utilisateurs principalement sur les réseaux sociaux. On est né sur les réseaux sociaux. Et en particulier les réseaux sociaux mobiles comme Instagram. Et je pense que c'est vraiment là qu'est le futur de l'acquisition mobile, c'est toutes les expériences natives sur mobile, toutes les expériences qui permettent de découvrir des choses. Vous le pensez ou vous le savez? C'est sur ces environnements, sur Facebook, sur Instagram, qu'aujourd'hui vous faites le plus de... Vous générez le plus de téléchargements? Twitter également. Twitter également. Twitter également, ouais. Donc vous achetez concrètement par exemple via Mopeup chez Twitter ou sur les marketplaces de Facebook? Via les réseaux internes et également externes comme Atlas chez Facebook, Mopeup chez Twitter. Google a également sa régie. Mais c'est pas forcément des acteurs qui ont été les premiers sur le mobile. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité sur ces réseaux. L'acquisition sur Google reposait beaucoup sur les mots-clés, les liens sponsorisés. Là, vous parlez d'image. La dimension visuelle est fondamentale sur les mobiles pour générer des téléchargements. Quand un utilisateur vient sur Google, en général, il cherche quelque chose. Donc il sait déjà ce qu'il va trouver. Sur Facebook, on est plus, je dirais, apte à découvrir des nouvelles choses, à être inspiré. Et je pense que c'est plus un réseau de découverte que ne l'est Google aujourd'hui. Et c'est ça la vraie différence entre ces deux grands acteurs du web. Et il y a des différences quantifiables entre l'acquisition par mot et l'acquisition par image? Vous observez vraiment des taux supérieurs? Je pense qu'il faut être plus créatif. L'image, du coup, prend le pas sur les mots et il faut être vraiment... Voilà, il ne faut pas hésiter à investir dedans. Ce n'est pas des choses qui se font simplement en ayant un designer chez soi qui fait des belles bannières. C'est de la créativité, c'est du contenu photographique de qualité. Voilà, il faut être innovant, il faut faire mieux que les autres. C'est un réseau qui est performant, mais qui est également très compétitif. Mais comme on l'a souligné en début de conférence, Facebook réalise 1 milliard d'utilisateurs au quotidien et 85% sur mobile. Donc, il n'y a pas de réflexion à avoir, c'est le premier réseau social. J'imagine que votre cœur de cible est surreprésenté sur les réseaux sociaux. Entre 15 et 35 ans, oui. Ouais, donc c'est le levier évident, en tout cas, pour votre produit et service, donc rad.co. Julien Henry, également, même question chez Bazar Chic. Alors, comment on fait pour devenir app first, à part vous recruter, j'imagine? Vous avez une stratégie d'acquisition particulièrement agressive sur les moteurs ou sur les réseaux sociaux? Alors, pour y revenir, pas mal de choses qui ont été dites, donc j'essaie de faire ton inédit, pas de la redite. La première chose que j'aurais à dire, c'est quand on est app first, comme ça a quand même été dit, c'est qu'il faut se doter d'outils spécifiques, sinon on perd le référeur.
Donc comment mettre 1 million d'euros en investissement sur du download d'appli si on ne peut pas savoir si c'est Google, Facebook, l'affiliation, etc. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il faut se doter, vraiment récupérer des yeux. Nous ce qu'on a dû vraiment apprendre à faire, c'est que tout ce qui était historiquement fait sur le desktop, on a dû apprendre à le faire avec des outils plus custom, dont certains que j'ai rencontrés grâce à l'association. Et donc de pouvoir utiliser ça pour faire les meilleurs parcours clients, voir si en les optimisant, on avait un uplift sur les inscriptions et évidemment sur les achats. La meilleure chose qui est à dire en effet, c'est que pour peu, et en effet Google est peut-être dans la salle, Google sur le mobile, c'est pas non plus chez nous, malheureusement pour eux peut-être, un super acteur sur le mobile. Facebook est clairement number one. On n'arrive pas avec Google à avoir les mêmes performances, les mêmes CPI, les coûts par install, qui seraient aussi héroïstes. Et donc on est aussi dans la première source, c'est Facebook. La deuxième source, c'est en effet les 7 millions de membres de Bazar Chic. Donc clairement, moi j'ai plusieurs choses dans ma stratégie. La première stratégie, ça a été d'initier du download d'appli sur les membres historiques, donc les faire venir de membres internautes à des membres mobinautes. Ensuite, ça a été évidemment d'aller en chercher des nouveaux, et donc d'avoir une part du mobile qui grossit. Aujourd'hui, on a quand même 10% de nos membres qui ne viennent plus sur le .com. Donc ils sont mobile only, app only, pour précision. Et nous, l'acquisition, ça a vraiment été un cheval de bataille parce que c'est clairement une différence. Il y a un élément qui est clé dans tout cela, c'est qu'on est des environnements fermés dans la vente privée. Donc ça veut dire que la chaîne de valeur est un peu plus compliquée que sur un site ouvert, et sur du web mobile. Et ça a été un vrai challenge de justement bien regarder toutes ces chaînes de valeur et la recréer, voir les vues qu'on avait sur les App Store, voir le taux de download qu'on avait. Donc les KPI se rajoutent encore une fois, ça complexifie la chaîne de valeur, de voir les taux d'inscription, de voir les taux d'activation, et en effet par source de pouvoir voir les paniers moyens associés par rapport à ces partenaires d'UA, de User Acquisition, et de les challenger et de pouvoir optimiser. Et il est vrai que l'image a pris une place importante par rapport au texte. Ce que j'ajouterais juste, c'est que Google, comme à l'époque, il y a 10 ans, quand on cherche un mot-clé, on est vraiment dans une logique très active. Donc c'est juste sur le funnel une autre étape. Et donc pour moi, Google est quand même important. Mais les campagnes de download, pour dire, ne sont pas les plus efficaces. Et l'acquisition, ça a été également de le faire sur l'affiliation, qui était un levier qui était très web chez nous. Donc de vraiment le faire shifter également sur le mobile. Des tests également en effet avec Twitter, que l'on a fait. C'est également de se mettre à la page sur Bing, on en parle rarement, mais Microsoft Advertising quand même. Clairement, Instagram est également une source très importante, notamment parce qu'en effet, nous aussi, notre cœur de cible 30-35 ans fait que beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, et notamment aussi sur Instagram. Et l'importance de l'image, on en parlait. L'importance de l'image dans la mode, dans la décoration, et même dans le vin et l'épicerie, et le voyage aussi également, de luxe. Et donc, dans toute cette acquisition, elle a été totalement transformée parce qu'on a dû, comme pour tout, penser les formats en premier. Et donc, quand finalement on doit faire de l'acquisition sur tellement d'écrans, ça a remis en cause la façon dont on travaillait. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut faire de l'acquisition sur le mobile, déjà qu'on fait beaucoup de déclits sur le web, mais si on rajoute toutes les déclits sur le mobile, finalement, moi, je commençais à avoir des web designers qui passaient leur journée à faire les interstitiels, les bannières HTML5, etc. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est le win investment. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arriver à trouver les meilleurs emplacements, les meilleurs formats, les meilleurs partenaires, les meilleures sources, et arriver à finalement avoir le meilleur paradigme. On en reparlera tout à l'heure. Juste un dernier point, quand on est app first, est-ce qu'on accorde une attention toute particulière au store de téléchargement? Parce qu'une grosse partie, je crois, des téléchargements sont sur iOS, et donc vous dépendez de l'App Store d'Apple. Il y a aussi une grosse partie qui vient de chez Google. Il faut réapprendre un peu les métiers du référencement, un peu comme dans les années 90 sur Yahoo, c'est vrai. puisque c'est souvent des humains, en tout cas. Non, c'est vrai que je n'ai pas dit la SO. L'Application Store Optimization. Absolument, c'est quelque chose d'hyper important. Donc on est en relation avec les stores en permanence. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, et je fais la pub pour les confrères, mais comme RAD l'est actuellement, ils sont en avant-première sur le store, et c'est clairement super clé d'être en ce moment sur tout en haut de l'App Store. Donc c'est des choses que Bazar Chic également cherche à faire. Mais justement, on fait comment? On invite les gens d'Apple au restaurant, on leur envoie des chocolats à Noël. C'est quoi les demander au monsieur, les best practices? Moi, j'y suis pas. Google ne fait pas ce genre de pratique, mais Apple y est. C'est pareil sur Microsoft, parce que nous, on est sur iPhone, iPad, Android, smartphone, tablette et également Windows.
On est en train de regarder ce qui se passe sur Windows 10 qui va sortir ce mois-ci. Et c'est vrai que la relation avec ces gros stores est clé pour pouvoir justement émerger, avoir les meilleurs. Et ce qui est très important dans le mobile, ce qui peut avoir un impact sur justement la user acquisition, c'est justement le côté communautaire, les notes, les commentaires. Donc c'est cette transparence, finalement, ça paraît évident ce que je dis, mais c'est-à-dire que si on se fait insulter sur le store et qu'on a des mauvaises étoiles, c'est juste qu'on a mal fait notre boulot et donc ça peut avoir un impact, même si on passe à la télé, comme c'était le cas de Bazar Chic, qui est passé à la télé hier soir en reportage. Donc on fait des milliers de téléchargements et des milliers d'inscrits, mais si pour peu qu'on ait des commentaires qui soient négatifs, ben, ça peut avoir un frein finalement, et ça peut être un des KPI qui peut être important, de dire on peut avoir les meilleurs partenaires, les meilleurs outils. À un moment, il faut avoir la fameuse expérience client et qu'elle soit remontée positivement, quoi. Alexandre, j'imagine que vous êtes d'accord avec l'importance de donner à l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, bien entendu. Après, par rapport, juste rebondir sur les App Store, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le nombre de téléchargements et c'est également la qualité de l'application. L'expérience utilisateur, c'est la première chose que l'utilisateur va juger au moment où il ouvre l'application, et c'est sur cette base qu'il va mettre une note. Et la note, c'est le deuxième facteur de mesure pour les App Store, pour faire ses classements, pour mettre en avant ses applications. Et vous avez une démarche active chez Rad.co pour vous retrouver poussé par Apple? C'est la proximité avec la marque? Il y a des petits secrets à partager? On est juste entre nous. Il y avait beaucoup d'attentes sur cette application. Pendant 2 ans et demi, on avait juste un site mobile et 60% de trafic mobile. Du coup, quand on a sorti l'application, Apple nous a contactés pour nous proposer de la sélectionner. C'est eux qui ont fait la démarche? C'est eux qui ont fait la démarche. Ouais. D'accord. Mais j'imagine que les notes sont très très bonnes aussi, c'est aussi pour ça qu'Apple n'a pas hésité à vous mettre en avant. Alors on les regarde toutes, on lit tous les commentaires. Pour l'instant, elle est bonne. On va essayer de rester sur ce trend. Très bien, en tout cas merci pour ces premiers échanges sur la partie acquisition. Je vous propose de parler un petit peu de conversion. Odile, vous nous le disiez, hein, c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut réattribuer au mobile des ventes qui sont finalisées sur le desktop. Il y a aussi la problématique entre le web mobile et les applications, c'est pas toujours très simple. Comment on optimise les taux de conversion sur mobile? Je voyais l'étude de Criteo qui disait que les chiffres étaient plutôt inférieurs à ce qu'on observait sur desktop. C'est compliqué pour vous de gérer tous ces environnements? Maintenant que l'internaute, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se recentrer sur nos utilisateurs. C'est eux vraiment qui nous montrent la voie. Donc, on a vu aujourd'hui en moyenne, une personne utilise 3 à 5 devices différents dans la journée. Donc, d'abord, l'important, c'est réorganiser sa base de données à partir d'un user ID unique. Et à partir de ce user ID unique, essayer de traquer par quel device il passe. Nous, sur Price Minister, on n'est pas obligé de se loguer, contrairement à Bazar Chic, site de vente privée. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous parce que toutes les personnes qui ne sont pas auto-loguées, où on n'a pas réussi à se dire, bah, tiens, ce user ID correspond à tel smartphone ou tel desktop, c'est un peu plus difficile. Parce que pour vous, en fait, il n'y a qu'à partir du moment où il veut payer que vous pouvez enfin l'identifier. Donc toute la partie en amont, vous avez du mal à personnaliser l'interface. Absolument. Alors on a toute une partie de gens qui sont quand même auto-logués, donc on va reconnaître, mais c'est vrai que c'est à partir du moment où on veut finaliser son paiement qu'on se logue. Ce qu'on a fait aussi pour essayer de fluidifier justement ce parcours client et optimiser la conversion, c'est qu'on s'est mis assez tôt à développer des fonctionnalités cross-device. Par exemple, quand on fait des mémos, quand on fait des souhaits de produits, on dit prévenez-moi quand il sera à tel prix, etc. On a développé ces fonctionnalités pour que si on fait ses souhaits ou ses mémos sur son smartphone, on puisse les retrouver sur le desktop. Et puis évidemment, on a fait ce qu'on appelle le panier persistant, c'est-à-dire que si je commence, si je mets en panier certains produits dans le métro avec mon smartphone et que je veux finaliser mon achat sur le desktop le soir chez moi, je le retrouve immédiatement. Pas besoin de le recréer. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les fonctionnalités un petit peu de base en termes de cross-device. C'est un usage massif, ça. Je fais du lèche-vitrine sur mon téléphone et je finalise l'opération sur ma tablette ou sur mon ordinateur. J'ai pas les chiffres en tête, mais oui, c'est vraiment, enfin, c'est de plus en plus important. Oui. D'accord, donc c'est pas un gadget, c'est vraiment une fonctionnalité clé pour le succès de la transformation. D'autres best practices à partager sur la partie
Oui, et puis conversion. après, ce qui est important, du coup, pour optimiser la conversion sur les apps, c'est vraiment de simplifier le parcours utilisateur. Donc, c'est pas forcément d'avoir moins de fonctionnalités, je crois que c'est ce qui a été dit ce matin en introduction, mais d'utiliser vraiment toutes les possibilités que vont donner le smartphone. Donc, typiquement, on a sorti d'abord sur site mobile la géolocalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, acheteurs et vendeurs ne pouvaient pas se rencontrer sur Price Minister, sachant qu'on a un rôle de tiers de confiance et d'intermédiaire de la transaction. Aujourd'hui, un acheteur peut dire, tiens, est-ce qu'il y a un vendeur de Stan Smith dans un rayon de 5 km autour de chez moi ? Il peut le rencontrer, il n'y a pas d'échange d'argent. L'argent est mis sur un compte tiers, puisque c'est notre rôle de tiers de confiance. Donc c'est quand même assez rassurant. Et si jamais finalement l'acheteur n'est pas content de son achat et change d'avis et veut se faire rembourser, ben on a un service après-vente qui va intervenir, qui va rembourser son achat. S'il y a un litige entre acheteur et vendeur, c'est notre service après-vente qui intervient. Donc c'est extrêmement assurant. Donc on a vraiment inventé la transaction en toute sécurité géolocalisée. Alors, vous nous le disiez aussi, ça passe aussi par une évolution des équipes en interne chez Price Minister. Aujourd'hui, tout est fait en priorité pour le mobile. Alors, comme mes homologues, les personnes qui interviennent ici, oui, quand on pense une nouvelle fonctionnalité, on la pense d'abord smartphone. C'est extrêmement important. On la pense sur site mobile et ensuite, on la décline sur desktop. Voilà, et pas le contraire. Et pareil pour, évidemment, tous les emailing qu'on va faire, toutes les opérations promotionnelles, les animations qu'on peut faire. Notre équipe web design va d'abord la penser sur petit écran, parce que c'est beaucoup plus difficile, et puis après, pouvoir se lâcher sur le desktop, où là, on a plus de place et c'est plus facile. Une dernière question, votre application elle est effectivement ouverte à tous les mobinautes. Il y a d'autres exemples, effectivement, on leur demande de se loguer avant de se connecter. Il y a une réflexion chez Price Minister peut-être pour refermer l'application ou le site mobile pour améliorer l'identification des mobinautes? Alors oui, on veut sortir, on veut inciter en fait tous les mobinautes qui arrivent sur appli à se loguer dès le début en leur disant si vous vous loguez, on pourra avoir une meilleure interaction avec vous, personnaliser la communication avec vous, vous reconnaître. Donc pour un meilleur service, loguez-vous. Donc oui, on voudrait inciter à ça. Puis, je dirais, il y a un autre point qui est important aussi, c'est de continuer à innover. Et nous, on est aussi donc un site de vente et on est en train de tester pas mal de fonctionnalités pour simplifier la mise en vente, notamment à travers la reconnaissance d'images. C'est-à-dire que si je veux mettre en vente un téléphone portable, plutôt que d'aller remplir mon formulaire sur mon smartphone, de sélectionner mes champs, etc., je vais tout simplement prendre en photo le produit et l'application va reconnaître immédiatement quel type de produit c'est et il n'y aura plus qu'à confirmer et à mettre son prix. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces fonctionnalités qui vont dans la simplification, la fluidification de l'expérience utilisateur qui permettent d'optimiser les taux de conversion. Et là, on voit encore la valeur ajoutée de la photo sur le mobile qui est vraiment quelque chose d'important. Ouais, c'est peut-être aussi tiré de votre expérience japonaise. On rappelle que votre maison mère est japonaise, c'est des choses qu'on observe au Japon, l'importance de l'image. Oui. Alors au Japon, en effet, c'est fait déjà 2 ans qu'ils ont dépassé les 50% de transactions sur mobile. Donc c'est vrai qu'ils nous apportent pas mal de choses, même si les cultures sont quand même très très différentes. Donc il faut faire attention à ne pas réappliquer exactement ce qu'ils nous disent. Il faut adapter. Alexandre, chez rad.co, comment on optimise les taux de conversion? Alors vous, pour accéder à l'application, j'ai fait le test ce matin, il faut se loguer. C'est aussi un point important pour vous, c'est d'identifier immédiatement le mobinaute? Alors l'identification est fortement suggérée. C'est la première chose. C'était pas obligatoire. Mais c'était pas obligatoire. J'ai vu que vous avez essayé, vous êtes logué, donc ça marche bien. Aujourd'hui, on a des solutions qui facilitent quand même cette étape, comme le Facebook Login, qui permet en un seul clic de se connecter. Donc c'est plus autant un pain pour l'utilisateur d'avoir à se loguer. Ça représente une forte proportion des gens qui s'identifient le Facebook Login? 60% des gens qui utilisent le Facebook Login. Ah oui, donc c'est considérable. Donc Facebook, c'est non seulement un outil d'acquisition, mais c'est aussi un outil d'identification du mobinaute important. Et vous proposez d'ailleurs pas forcément d'autres réseaux sociaux, Facebook only, sur la partie identification? Je dirais que c'est celui qui nous correspond le plus. On est né sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est 1,2 million de fans pour RAD. C'est clairement notre premier réseau social. Instagram arrive juste derrière avec 200 000 fans. C'est encore Facebook. Voilà. Reste en famille. C'est encore Facebook. Et le troisième, Twitter, ce sera WhatsApp. Twitter, c'est 120 000 followers. Donc, on propose, et Facebook qui est, je pense, aussi la société qui a fourni le plus d'outils techniques pour faciliter ce travail aux développeurs. Et ça, c'est une vraie chance, je pense, pour les gens qui veulent créer en une tout application. Cas, c'est fortement recommandé, et ça vous permet, du coup, en identifiant le mobinaute, de personnaliser l'interface.
de personnaliser l'interface, de savoir si c'est un homme, une femme, quel âge il a, de pouvoir mieux communiquer avec lui lorsqu'il retourne sur Facebook ou sur un des réseaux publicitaires de Facebook. C'est un identifiant, quoi. C'est une carte d'identité online qui permet à la marque, qui permet à RAD de mieux connaître sa base d'utilisateurs. Et ça se traduit, j'imagine, par des taux de conversion qui sont plus élevés que ce qu'on pourrait observer sur un site qui n'identifierait pas ces visiteurs? Je n'ai pas de statistiques précises sur le taux de conversion en fonction du login. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça facilite grandement le travail de convaincre le client de passer à l'achat, le futur client de passer à l'achat. Et ça facilite grandement ce travail. Je n'ai pas posé la question à Odile, mais est-ce que vous observez des différences de panier d'achat, par exemple, ou de repeat business entre le desktop et le mobile et l'app? Est-ce qu'il y a des différences significatives? Alors, si je simplifie un petit peu le schéma, le desktop, c'est, je pense, ce que les clients utilisent le plus depuis 10 ans pour acheter en ligne. Le mobile, ça va devenir cette année 50-60% des transactions. Sur iPad, pour nous, c'est 10% du chiffre d'affaires. En revanche, c'est des paniers qui sont largement supérieurs. C'est probablement lié au fait que quand on utilise un iPad, on a plus de temps, on est plus posé, on est à la maison, on a le temps de faire son shopping. Quand on achète sur son téléphone portable, on a un degré d'attention qui est quand même très faible, un SMS, un WhatsApp, une notification Facebook. Ce que disait Odile, c'est le smartphone, c'est le moment peut-être du choix, et le desktop ou iPad, c'est le moment de l'achat. Exactement. Si je devais donner un conseil, c'est vraiment de travailler son panier, pour un e-commerçant en tout cas, de travailler la dernière étape de paiement. Par exemple, on a mis en place une solution de paiement qui permet d'enregistrer sa carte bleue et de ne plus avoir à la rentrer à nouveau. Et d'enlever en fait toutes les frictions. C'est le BABA pour Odile. D'enlever en fait. Non, mais oui, bien sûr, le one-click payment, c'est super important. On ne va pas sortir sa carte bleue quand on est dans la rue et qu'on est avec son smartphone pour payer, quoi. Donc, l'enregistrement de la carte bleue, c'est essentiel. Je crois que tout le monde est d'accord, mais bon, ça fait longtemps que dans les e-commerce, il y a ce type de technologie. Donc, sur le mobile, c'est encore plus évident. Il y a des solutions comme Stripe, Braintree, qui sont principalement des Américains pour l'instant, qui permettent vraiment de faire ça facilement. Et ça nous a à la fois permis d'augmenter le taux de conversion, mais également d'augmenter le taux de repeat de nos clients déjà existants. Ouais. Concrètement, ça permet d'acheter en 2 clics sur son téléphone, et là, il n'y a plus de limite, quoi. Très bien. Julien Henry, aussi quelques best practices sur la conversion chez Bazar Chic. Donc le fait, nous, on est donc application fermée, donc on a une bonne connaissance, on est bons insights consommateurs de nos membres. Pure chose à dire, peut-être que j'ai oublié de dire derrière sur l'acquisition, c'est que c'est pas le tout de faire du download. Je n'ai plus le chiffre marché en tête, désolé, mais le nombre d'applications qui sont désinstallées 3 jours après, etc. Enfin, il faut regarder ce KPI. J'ai oublié ce KPI quand j'ai fait la chaîne de valeur, c'est que nous, on regarde évidemment le taux de rétention de nos apps, parce que c'est pas le tout de faire de l'acquisition et de la UA sur Facebook. Si les 2 tiers sont partis un mois après, c'est mauvais. Donc le réengagement, et j'ai oublié juste de dire que la transformation qu'il y a eu sur l'acquisition chez Bazar Chic depuis 2 ans, c'est que les budgets d'acquisition finalement sont plus que des budgets d'acquisition, mais d'engagement, et que cette UA finalement c'est du PRM. Parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, il faut qu'ils s'activent, et ce qu'on appelle s'activer, c'est qu'ils passent à l'achat. Donc et que donc ces budgets acquisition sont aussi faits pour que ces membres intentionnistes passent à l'achat. Donc vous passez d'une logique quantitative à une logique qualitative, ça veut dire peut-être moins de téléchargements, mais les téléchargements obtenus, a priori, se transforment en véritables clients. Non, j'ai autant d'inscrits avant que j'arrive par rapport à l'ancienne stratégie quantitative. Par contre, ce qui se passe, c'est que ces gens-là font 25% de chiffre d'affaires en plus. D'accord. Voilà. Parce qu'en effet, le repeat business est plus élevé sur mobile que sur desktop. C'est une chance, parce que c'est la mauvaise nouvelle, c'est que quand, en tout cas chez nous, le smartphone sur un écran vertical, on convertit moins bien que sur un desktop, et que les paniers moyens dans quelle proportion? On peut donner quelques chiffres? Ça s'améliore, donc je vais raconter, on a fait plein de choses, mais quand j'ai pris le sujet, on convertissait 2 fois moins. Donc quand on dit à un moment qu'on a 60% de son audience qui est sur le mobile, et ça continue à convertir 2 fois moins, je vais le faire simple, Bazar Chic est mort, quoi. Enfin, comment on fait pour être rentable? Et donc c'est le paradigme, c'est pour ça que je fais la transformation digitale de toute la société, pour qu'on ne meure pas. Enfin, en gros, c'est pas méchant, mais voilà. Et donc quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le panier moyen sur iOS est plus élevé que sur Android, et qui lui-même est plus élevé que sur Windows Phone.
La partie tablette, chez nous, est contributive, en effet, mais n'est pas la dernière si on est dans une logique d'attribution au last click, comme sur au last payment. C'est vraiment le smartphone qui, en effet, est responsable, je dirais, de beaucoup des paiements. 80% des transactions sont sur smartphone, nous, que 20% sur tout ce qui est iPad et tablette. Et puis, du coup, ces smartphones qui nous permettent d'avoir un repeat business plus élevé, il a fallu en effet faire pas mal de choses pour qu'ils s'inscrivent. Donc nous aussi, on a le Facebook Connect, mais se pose la question, par exemple, sans être méchant, de la qualité de la data. Parce que quand on prend un Facebook Connect et qu'on fait de l'acquisition avec, qui met son adresse, donc son adresse de billing et de livraison, vrai, qui, même si Facebook finalement essaie de faire qu'on ait son vrai nom de famille, qui est le vrai nom de famille. Donc moi après j'ai une logique de CRM, de data, de transformation digitale. Donc du coup, Ça suffit pas, évidemment. moi je me posais des questions de par exemple mettre le PayPal login. Parce que PayPal, c'est des gens qui potentiellement ont un compte PayPal chez Press Minister et qui donc ont déjà été habitués à acheter chez des commerçants et qui donc ont déjà une qualité de data. Et puis surtout les coordonnées de la carte bancaire. Ouais. Voilà. La deuxième chose qu'on a fait, c'est également pour booster ces taux de conversion, une fois qu'on a un super trafic et qu'on a des downloads, c'est de revoir en effet totalement les interfaces, de les simplifier. C'est de partir, comme on dit mes confrères, c'est de partir du début. Donc on part vraiment du plus petit écran qui est le plus restrictif, le plus compliqué pour faire ensuite le reste. Et où les créas sur l'écran 16/9, ils se font plaisir, mais pas le contraire. C'est ce qui était le cas il y a 2 ans. Et puis on fait donc de l'achat express, de l'achat de clics. Et puis en effet, on essaie de faire en sorte que nos clients n'aient plus besoin de sortir la carte bleue nécessairement pour payer, parce qu'il n'y a rien de pire sur un smartphone que d'être aussi interromptoire. Et donc l'innovation monétique des moyens de paiement est ultra clé sur le mobile. Nous, on a par exemple installé Paylib, donc c'est des wallets électroniques qui permettent, pareil, de pouvoir avoir des comptes chez d'autres confrères et qui permettent de ne pas avoir à remettre sa carte bleue à chaque fois. Ça, c'est totalement clé. Et la chose qui est clé chez nous, c'est en effet de pouvoir piloter, une fois qu'on a dit tout ça, et cette expérience client, et comment on fait pour l'optimiser, c'est de piloter tous les crashs de l'application. C'est-à-dire que, historiquement, autant sur le desktop, c'est du PHP, donc il y a un web service qui saute, la DSI a un alerting direct, et on remet en place. Et donc c'est une demi-heure, donc même pas mal. Sur l'application, notamment sur iOS, quand on a autant son trafic sur application, finalement, j'ai envie de dire, sans être trop provocateur, qu'il n'y a rien de plus agile finalement qu'une application sur iOS en 2015 pour faire du business. Parce que quand vous mettez une semaine, parfois 15 jours à être validé sur l'App Store, et que potentiellement, si vous avez mal fait votre job de marketeur, vous avez un bug qui empêche les gens de s'inscrire, qui empêche les gens de payer, etc., c'est une catastrophe. Oui, il peut se passer 15 jours avant la résolution. On est déjà arrivé sur alors les que périodes. l'équipe technique l'a réglé en 30 minutes. Le temps qu'Apple accepte l'application, ça peut mettre 15 autant jours. sur Google Play, c'est immédiat. Autant sur l'App Store, il y a des validations manuelles qui passent aux États-Unis, en Californie ou en Europe, à Dublin. Et Donc ça peut être une catastrophe niveau business. Ça peut être une catastrophe. Et du coup, si si c'est pas un web service sur le paiement c'est du web service, donc ça peut aller. Mais si c'est vraiment une fonction native dans le code de l'application qui est différent du code de ce qu'on utilise sur le web, ouais, ça peut être une vraie catastrophe. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est outillé aussi d'outils qui nous permettent d'avoir en temps réel tous les crashs, parce qu'il y en a, de l'application. Et ce que ça permet, c'est en fait, pour revenir peut-être, je sais pas si on en parle après, c'est Crashlytics, c'est ça qui appartient aussi, je crois, à Twitter. Ouais, qui est une solution gratuite. Et ça nous permet d'avoir vraiment les crashs en temps direct qui remontent. Et donc, qu'est-ce que ça permet? C'est que les développeurs, que donc on a internalisé, quand je suis arrivé, on a internalisé la fonction mobile, parce que quand on commence à avoir autant de chiffre d'affaires qui est géré, autant d'audience, ben, on les met chez nous, l'intelligence. Eh bien, ça leur permet de voir la librairie technique qui a bugué. Et donc, on peut faire des hotfix et être beaucoup plus agile, la fameuse agilité sur le mobile. Il faut la travailler parce que sinon, on est un peu en retrait par rapport. On se fait insulter sur le store, puis après, on fait un hotfix 3 semaines après, et puis en fait, ça va pas, quoi. Donc, il faut vraiment, quand je parle de transformation digitale et de qu'est-ce que le mobile est un des outils centraux de cette transformation, c'est de dire c'est ultra important. Et donc, ces crashs nous permettent de vraiment être proactifs. Et vraiment, d'où l'importance de rapprocher le marketing de la DSI. Totalement, et d'aligner totalement les sprints DSI du mobile. Ce qui s'est passé sur la DSI, c'est que la DSI, en fait, les sprints sur la partie web sont totalement alignés sur les sprints du mobile. Et nous, le mobile, parfois, on fait 2 soumissions par semaine, donc il faut qu'il soit très réactif. Et sinon, par défaut, on prend un peu les Américains qui sont des champions du monde sur beaucoup de sujets, et on fait comme Facebook et Twitter, on fait des releases toutes les 3 semaines. Voilà. On a une roadmap comme ça. Le temps passe. Le temps passe, c'est passionnant. Je sens qu'il faut arrêter, sinon on pourrait y passer la matinée. On a plein d'autres sujets à passer en vue.
Alors, très rapidement, Allez, une petite on va minute. faire un Allez. peu plus, peut-être 3 derniers tours. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup plus. Odile, un Un mot alors de conclusion. On voit le mobile se développe. Beaucoup d'environnements à appréhender, le mobile web, les applications iOS, Android, Windows pour certains. Est-ce que 2016, ça sera aussi l'année de la rationalisation de ces investissements ? Alors, pas sur le mobile. Vraiment sur le mobile, on veut mettre beaucoup plus d'efforts. Enfin, on est en train de construire l'avenir. Toute la croissance vient du mobile. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance sur le desktop. Donc, non, on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissements humains et beaucoup de budget marketing pour développer le mobile. C'est très important. D'ailleurs, on fait, pour inciter nos utilisateurs à downloader les applications, on utilise notre programme de fidélisation des super points qui existe dans tout le groupe Rakuten, et on offre des super points x5, c'est-à-dire qu'on a 5% de réduction pour tout achat sur le mobile en permanence. Voilà, donc non, on continue à fond sur ce sujet. En tout cas, on invite notre audience à télécharger l'application Price Minister, à acheter ses cadeaux de Noël sur Price Minister et éventuellement à les revendre dès le mois de janvier, si ça n'aura pas plu. Dès le 24 au soir, la revente des cadeaux de Noël démarre, donc bien sûr, n'hésitez pas. Alexandre, également un mot de conclusion. Donc on voit que vous êtes très en avance sur le mobile. 2016, c'est quoi vos priorités ? Toujours rester à la pointe, on va essayer en tout cas. On regarde beaucoup les réseaux sociaux. Je pense qu'on sous-estime encore, par exemple, la puissance de réseaux sociaux comme Snapchat. Les jeunes aux États-Unis, 60% des moins de 20 ans ont Snapchat. Ils regardent 8 fois plus de vidéos que sur YouTube, sur Snapchat. On en parlait juste avant. Oui, on en parlait sur la vidéo, effectivement. Je crois que c'est 6 milliards de vidéos vues sur Snapchat par jour contre 8 milliards pour Facebook, donc ça explose. Oui. Je pense que la communication avec les clients va aussi passer sur le mobile. L'email, c'est pour les grands-parents. Voilà, c'est dit. Je crains que nous en fassions déjà partie. Facebook, encore, je ne vais pas arrêter de me lancer des fleurs. Merci pour ce coup de vieux, Alexandre. Et en tout cas, on invite tous les gens qui ont des ados ou des jeunes adultes à la maison à télécharger rad.com. À essayer, effectivement. À essayer, évidemment, et à nous donner leur feedback et à nous aider à améliorer. Des grands noms du M-commerce dans les prochaines années. Merci. Et également, un petit peu de conclusion pour Bazar Chic. Pour 2016, c'est continuer et oser être data et mobile. Donc, réconcilier toujours la data et le mobile au service du cross-device. C'est continuer à être encore plus agile au service du business. Donc, c'est de continuer à travailler ce paradigme et à faire en sorte que les taux de conversion sur smartphone rejoignent leurs grands frères du desktop. Et c'est finalement faire encore beaucoup d'innovations avec notamment la monétique ou les parcours clients, et c'est doter de solutions pour continuer à faire des A/B testing, à faire des choses comme ça, pour pouvoir être d'autant plus agile que ça, et c'est d'engager d'autant mieux l'audience pour qu'encore une fois, on a un taux de rétention de l'application qui soit le plus haut possible, parce que c'est la clé de la rentabilité de tous ces investissements qui, nous aussi, vont grossir encore en 2016. Très bien, en tout cas merci. Et puis on invite évidemment tout le monde à télécharger l'application Bazar Chic pour se faire plaisir à Noël. On vous remercie d'être venu ce matin parce que vous êtes en train de faire du business. En ce moment même, il y a beaucoup de transactions qui ont lieu sur vos sites. Et donc on vous invite à vous précipiter à votre bureau pour vérifier que tout fonctionne très très bien. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Julien-Henri Maurice, Bazar Chic, Alexandre Ali et Odile Zabo. Merci beaucoup. Justement, Julien-Henri, vous évoquiez la data à l'instant. Ça va être le sujet sur lequel on va revenir juste après une première pause. Allez, on prend une dizaine de minutes de break et on se retrouve ici pour aborder le sujet de la data. À tout de suite.